Voilà, de retour sur le plateau de Dimanche politique avec le duel. Nous y sommes. Ce sera avec le même plateau que dimanche dernier, des sujets différents, certes. Je vais commencer par saluer le docteur Paul-Marie Ouessou, analyste politique et enseignant-chercheur à l'UAC. Bonjour. Oui, bonjour Xavier. En face, Mohamed Liamidi, analyste politique, acteur politique par ailleurs. Bonjour. Bonjour Xavier, bonjour professeur, bonjour téléspectateurs. Manifestement, en plus des sujets qui changent, c'est vos emplacements qui changent sur ce plateau. Absolument. J'espère que ça n'augure pas d'un changement de position sur les questions, les questions qui sont... On va y aller pour s'en rendre compte. Voilà, au cœur de notre débat de ce matin. On va parler en premier lieu on va dire, je ne dirais pas polémique, de cette question des suscitations de candidature à la faveur d'une prise de parole cette semaine dans l'interview. Le président du parti de l'Union progressive de renouveau, le professeur Joseph Diogbenou, a jugé quelque peu que ces suscitations étaient, on va dire, précoces, parce qu'il y a plus important à faire pour le moment, c'est-à-dire veiller aux préoccupations de nos populations en termes d'infrastructures, de salles de classe, en tout cas, être concentré sur ce qu'il y a à faire en ce moment. Avant 2026, il y a les années, disons, précédentes à combler. Donc ce n'est pour lui, si on lit entre les lignes, sans pour autant, disons, être strictement fidèle à ce qu'il dit, on semble lire que pour lui, ces appels, ces suscitations, comme on aime les appeler, ne sont pas forcément opportuns. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position du président de l'Union progressive de renouveau? Ben, comment pourrais-je être d'accord avec cette position-là? C'est ce que nous avons dit ici la dernière fois, c'est ce que nous disons tout le temps des partis politiques. À lire, moi, l'interview qu'il a donnée, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que je me trompe, est-ce qu'il est encore au gouvernement? Parce que tout ce qu'il a dit là, c'est le gouvernement qui doit s'en occuper. Répondre à l'offre sociale, à la demande, pardon, sociale, c'est la question, ou du moins c'est la préoccupation quotidienne du gouvernement. Mais écoutez, moi quand M. Diogbenou a démissionné de l'Assemblée nationale... de la Cour constitutionnelle, vous voulez dire? Non, il a été élu député. Oui, effectivement. Député, et donc il a démissionné, il n'a même pas pris fonction, il a démissionné. Je me suis dit, voici quelqu'un qui comprend maintenant quel doit être son rôle dans la cité. Donc nous allons avoir une certaine animation de la vie publique. Mais là, je suis complètement déçu par la confusion des gens qui l'étalent à travers cette interview-là, comme quoi il faut s'occuper du quotidien des Béninois. Ça, c'est la préoccupation du gouvernement. C'est pourquoi nous avons élu le président Talon. C'est pourquoi il a formé le gouvernement. Mais écoutez, les partis politiques reçoivent l'argent de l'État, donc du contribuable, pour éclairer leur connaissance de ce qui se passe, bien sûr, donc du quotidien, mais pour aussi leur permettre de voir qu'est-ce qui va venir, de sorte que nous soyons apaisés dans nos inquiétudes, que nous soyons apaisés dans nos préoccupations et que nous puissions lire non seulement dans le présent, mais lire aussi dans le futur. C'est ça le rôle d'un parti politique. D'accord, on pourrait vous rétorquer aussi que quand bien même ils ne sont pas dans l'action, ils participent à l'action. D'une manière ou d'une autre. Ils participent à quelle action? S'ils doivent participer alors donc vous voulez me dire qu'il y a un gouvernement bis? Non, il n'y a pas de gouvernement. Voilà, donc s'il n'y a pas de gouvernement bis... Dans l'action du gouvernement, ne sont pas étrangers quand même à la... c'est pas eux qui font, mais ils peuvent participer par des idées, des propositions, beaucoup de choses. Ça, on attend ça aussi des partis politiques. Ce n'est pas leur rôle au quotidien. Leur rôle au quotidien, c'est de nous... D'abord, quel est le programme de l'UPR? Est-ce que vous connaissez, vous? Moi, je ne connais pas. Moi, je suis citoyen du Bénin, mais je ne connais pas le programme de l'UPR. Peut-être que lui, il va nous dire le programme du Bloc républicain, mais moi, je ne connais pas le programme de l'UPR. C'est ça, c'est son rôle, ça.
C'est de nous dire quel est le programme. Le président Talon est déjà en train de mettre en œuvre son programme. Et il est là pour ça. C'est pas lui. Il a été ministre. Moi, je crois que c'est ça le problème. Elle a été ministre de la Justice. Donc, ça, il a une confusion dans sa tête. Comme s'il est encore ministre. Il n'est pas ministre. Il est président de parti politique. Donc, nous voulons savoir quel est le programme de l'UPR au quotidien. Comment ce programme se traduit dans les actions du gouvernement, dans ce qui est mis en œuvre, et comment ça améliore nos conditions de vie, et comment ça va l'améliorer. Écoutez, dire que les gens ne doivent pas se préoccuper du futur, c'est grave. Mais c'est très grave. Vous savez, nous sommes entre deux mandats différents. C'est-à-dire, le premier mandat du président Talon est terminé. Nous sommes dans le deuxième, le second mandat. Le second, oui. Si nous utilisons lui-même son propre vocable. Le second mandat, ça veut dire qu'il ne sera plus candidat. Oui. La chose la plus simple, et c'est une exigence immédiate même des populations, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. C'est de savoir quand le président Talon ne va pas être là, qu'est-ce qui va remplacer ça. Et il nous dit de ne pas nous préoccuper de ça. Mais c'est grave. Ou du moins, c'est-à-dire il y a que le temps normalement, pour se préoccuper de ça. Non, il n'y a pas un temps pour se préoccuper de ça. Écoutez, l'élection présidentielle de 2000 devrait avoir lieu en novembre 2015. Je vais parler des États-Unis. 2015. Hillary Clinton était ministre de la Justice. Secrétaire d'État. Secrétaire d'État. Ok, donc ministre des Affaires étrangères. Le 1er février 2013, Hillary donne sa démission. 1er février 2013. Pour une élection qui est en novembre 2015. Vous voyez, 2 ans, déjà, elle a donné sa démission. Et tout le monde savait qu'elle allait se positionner. Et ça n'a pas tardé. Les primaires ont commencé. Elle a été candidate aux primaires et elle a été... L'avenir d'une nation ne se décide pas en 15 jours, comme nous avons l'habitude de le faire ici. Et nous, on prendra le temps de dire que les candidats qui ne sont pas connus, nous allons appeler, puisque nous avons au moins quand même cette petite possibilité de parler aux uns aux autres, ne pas voter pour des candidats qu'on ne connaît pas. Vous vous rappelez, en 2006, c'est comme ça on nous a amené candidat. On a dit oui, il est comment on appelle, et je ne sais même plus ce qu'on a utilisé comme cela, mais l'expression était quoi, de développement, quelque chose il était président de la banque, il était président de la BOA. On a vu aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons, ou qu'est-ce que ceux qui sont là disent, qu'il a mal géré, il a fait ceci, c'est ça, non? Maintenant, on a quelqu'un en place, et il est en train de finir. On ne sait pas ce qu'on va dire de lui après. Mais il y a des gens déjà qui disent des choses de lui. Mais écoutez, nous voulons connaître les candidats de façon claire, de façon limpide avant qu'ils n'aillent aux élections. Et cela prend du temps à se mettre en place. Il faut le faire. Elle a dit, les instances vont présenter candidats. Mais écoutez, je ne sais pas, je ne veux pas monopoliser la parole, mais il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Et sincèrement, moi j'ai été déçu par d'abord la qualité de celui qui prenait la parole pour parler, et ensuite la confusion autour du rôle de son rôle en tant que chef de parti. Voilà. Mohamed Hamidi, votre position sur cette question? C'est bon. Pour moi, il n'y a aucune confusion dans ce qu'a dit le professeur Diogbenou, par ailleurs président du parti UPR, qui aujourd'hui est quand même le plus grand parti, que nous ne voulons pas, représenté à l'Assemblée nationale, qui a 53 députés, qui est à 2 pas, je dirais, c'est-à-dire que plus ou moins 2, d'avoir la majorité absolue. Et pour moi, il est important de situer bien le contexte. Le contexte ici, c'est quoi? Le contexte ici, c'est que nous venons de sortir d'une élection, sinon des élections législatives. Et ces élections législatives ont consacré, comme je le disais tout à l'heure, l'UPR comme première force politique, comme premier parti. Et si on fait le point, c'est-à-dire que quand on ajoute l'UPR, 53 députés, au bloc 20, 80 et 28 députés, ça fait largement, 80 et quelques députés, ça fait largement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces élections législatives ont permis au peuple, j'allais dire, au peuple de faire ce que j'appelle un dégagisme. Ce dégagisme, il est politiquement significatif. À partir du moment où le peuple a choisi de mettre
carrément, c'est-à-dire que de façon claire, la majorité quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple a dit, nous ne changeons pas de logiciel. Le peuple a dit, nous optons pour la continuité avec ce système, mais nous voulons un mieux-être. Nous voulons que les choses se fassent mieux. Nous voulons que nous soyons mieux. Nous voulons que l'école se porte mieux. Nous voulons que nous puissions mieux vivre dans ce système. C'est ce que le peuple a dit. Et donc, à partir du moment où vous recevez cette mission du peuple, et là encore, on est en 2023, les choses sont déroulées en janvier 2023, que vous êtes ce parti-là à qui le peuple a confié ce leadership-là, vous devez de vous assurer que ce pourquoi le peuple vous a envoyé là-bas, cela est fait. Et cela serait fait à travers quoi? À travers l'accompagnement que vous offrez au gouvernement. Alors que vous êtes un parti de gouvernement, il y a beaucoup de ministres de UPR au gouvernement. Donc vous êtes un parti de gouvernement. L'accompagnement que vous offrez à ce gouvernement-là, pour pouvoir réussir son action qui est l'action publique, à travers les lois que vous voterez, les initiatives que vous allez prendre et des propositions que vous pouvez faire pour que le quotidien des Béninois se trouve amélioré. Et quand vous êtes chef d'un tel parti, quand vous avez une telle mission, c'est tous ces problèmes-là, bientôt la rentrée. Oui. C'est-à-dire que quand vous demandez aujourd'hui quelles sont les préoccupations des Béninois, c'est la rentrée dans quelques semaines. C'est comment boucler les fins du mois, comment remplir le frigo, comment faire tout ça là. Donc, ces préoccupations du quotidien des Béninois doivent trouver une réponse. Et quand vous êtes un parti de gouvernement, que la plupart des ministres, quand vous faites la part des ministres qui sont au gouvernement, sont UPR, quand vous êtes chef de ce parti, ces questions, ces besoins des populations doivent vous tarder chaque matin et vous devez voir quelles sont les propositions que vous avez à faire. Je dis bien propositions. L'action revient au gouvernement, mais il vous appartient de faire des propositions puisque vous êtes des partis de gouvernement. Et tous les ministres qui sont UPR et qui sont au gouvernement, en étant là et en menant l'action du gouvernement, doivent aussi se sentir dans la peau du parti pour dire que lorsqu'ils font bien à leur poste, c'est le parti qui gagne. C'est le parti qui peut se targuer du fait que voilà, on est là, on est en train de faire. Ça, c'est le premier contexte. Le deuxième contexte, c'est que, qui est évidemment lié au premier, c'est que quand on prend ce contexte-là, il est évident que si on doit retourner vers ces mêmes populations, vers ce même peuple, c'est avec, bon, voilà ce que vous nous avez demandé, voilà ce qu'on a pu faire par rapport à ce que vous avez demandé, et donc, à vous d'apprécier, de nous dire, est-ce qu'il faut continuer? Nous souhaitons quand même continuer, et donc, ce qui viendra, évidemment, est tributaire de la réussite, relativement, de l'action du gouvernement, et à partir de ce moment, il ne peut que dans cette position s'en préoccuper. Et le parti, plus globalement, ne peut que s'en préoccuper, ce qui peut donner lieu à ces déclarations que l'on a. Oui, d'accord. Et évidemment, j'ai plus loin pour dire que c'est donc en fonction de cela, en fonction de l'appréciation que les populations auront de cela, qu'ils pourront dire si ce parti venait à nous présenter un candidat, alors là, nous pourrons faire confiance au candidat de ce parti-là, qui est maintenant le second aspect. Ce n'est pas le fait de se préoccuper de ça, ça n'occulte pas, dans ce que le président de Gouvernement, ça n'occulte pas l'aspect du débat à l'interne qui doit se mener en ce qui concerne la candidature pour 2026, notamment, c'est-à-dire qu'on est dans quel contexte? Voilà un parti qui est chef, qui a un chef, quel est le professeur de Gouvernement. Dans l'ordre normal, puisqu'il est chef de parti, bon, on peut comprendre qu'il y aura les primaires, qu'il y aura tout ça et tout ça, mais on peut légitimement penser qu'il y aura forcément un candidat que le parti présentera, et au moment donné, le débat va se mener à l'interne et ils vont décider de ça. Donc, pour moi, la question en reprenant de cette manière, ce n'est pas qu'on occulte ça, mais c'est la façon de dire que ce qui va se passer, ou ce qui se passera là, est forcément tributaire de la réussite de l'action gouvernementale, et donc il faut s'en préoccuper. Oui, d'accord. Avant de vous donner la parole, est-ce que ce que vous dites, ce que vous venez de décrire, disons, oblitait quelque peu la possibilité que le bal des ambitions se découvre en ce moment? Je vais vous donner un exemple très simple, comparaison n'est pas raison. Vous prenez le cas français ou dans d'autres démocraties. Cet été, on a vu un ministre de l'Intérieur qui est au gouvernement du parti présidentiel tracer son sillon clairement, qui a reçu l'appui de sa première ministre, qui a juste la seule contrainte qu'elle lui a imposée, c'est que oui, il ne faut pas que l'unité du gouvernement, l'unité d'action du gouvernement soit entachée, mais personne ne contrecarre au moyen
du moins publiquement. Le président ne s'en plaint pas d'ailleurs. On sait qu'il y a beaucoup d'ambition, donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Alors, on comprend que les deux peuvent aller de pair. Donc, qu'est-ce qui pose problème dans ce que le bal, en tout cas les ambitions se déclarent maintenant. D'aucuns disent même que, oh là là, que ça contredit la réforme du système partisan. On le voit dans une certaine opinion publique sur les réseaux, que voilà, certains tordent le cou à cette réforme. L'un n'est pas forcément le contraire. N'empêche pas l'autre. N'empêche pas l'autre. Oui. Dans la réponse qu'a donnée le professeur, le président Diogbenou, dont je ne me fais pas le porte-parole, dans la réponse qu'il a donnée, moi je ne perçois pas que l'un occulte l'autre. Je ne perçois pas que l'aspect des ambitions soit occulté. Mais il dit du point de vue du parti, en tant que chef de parti, d'accord, que pour le moment, ce qui préoccupe, c'est cela, c'est ce qu'il a dit. Mais cela ne veut pas dire que si il n'y a pas une décision qui dit que les gens ne devraient pas s'apprêter à nourrir des ambitions ou à porter, c'est-à-dire à être le porte-flambeau du parti. On ne devrait pas dire ça. Et il est normal que à moins de 3 ans d'une élection, comme une élection présidentielle, que les gens nourrissent des ambitions. Et démocratiquement, on est en démocratie. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui dit que moi je suis en train de m'apprêter, ou bien moi je pense que telle personne peut faire, ou que telle personne peut mieux. Ça, on ne peut pas l'occulter. Mais du point de vue parti, si ce n'est pas encore sur la table, ça ne veut pas dire que les ambitions personnelles, on ne veut pas. Mais si du point de vue parti, c'est-à-dire que si ce dont le bureau s'en préoccupe, le parti s'en préoccupe, si on n'en est pas encore là, c'est peut-être demain tout près, c'est peut-être après demain, c'est peut-être dans 1 mois, c'est peut-être dans 2 mois, c'est peut-être dans 3 mois. Mais si là encore, on n'en est pas encore là, parce que ça dépend du fonctionnement du parti, ça dépend des tests du parti. Et il y a un contexte ici qui est important. Nous sommes en train d'aller vers, c'est-à-dire que la population, même si pour moi ce n'est pas encore une adhésion totale, le peuple a donné son accord de principe à ce qu'on appelle les grands regroupements, les grands ensembles. C'est ce qu'on retient fondamentalement des élections de 2023. Donc, si on est là et qu'on est là avec l'accord de principe, pour moi, le système n'est pas encore forcément bien moulé pour que tout de suite les ambitions puissent prendre le dessus sur ça. Il faut que les gens continuent encore de travailler le vivre ensemble, les gens continuent encore de renforcer l'aspect solide du regroupement qu'est le parti. Et que petitement, on aille à cela. Il ne faut pas que les ambitions qui sont légitimes et qui sont normales viennent déjà tout de suite prendre le pas sur quelque chose qui est tout à fait normal et dont on en viendra. Oui, on comprend, pour compléter ma question, avant de vous donner la parole, que légitimement, le parti est peut-être en droit, ou je pense en droit, de contrôler quelque peu le timing de ses ambitions et de mener sa barque à bon port, tel que le parti l'a décidé en interne. Enfin, vous savez un peu comment je qualifie maintenant ce que nous faisons et que nous appelons démocratie. C'est la démocratie au secret. C'est la démocratie au secret. Je vais vous dire ces résultats tout à l'heure. Oui. Mais je suis déçu un peu de la qualité des arguments de mon ami Liamiri. Je l'ai découvert ici très jeune et très brillant en termes de raisonnement, mais là, il souffre d'un syndrome, c'est celui-là qui fait que lorsque une certaine personnalité parle, donc on ne doit pas discuter. C'est ce que je perçois. Non, attendez, non, je vais vous expliquer. Oui, c'est un peu ce que je perçois. Non, c'est-à-dire, quand je porte mon opinion là-dessus, je dois me méfier de ce que je dis par rapport à ça. Alors, je dis, il souffre de ça. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, prenons l'argument selon lequel, comment on appelle, c'est un président de parti doit se préoccuper au quotidien de donner des conseils au gouvernement ou bien de donner des idées au gouvernement pour que ça aille. Mais dis donc, vous avez oublié complètement qu'il y a des instruments qui gère le quotidien du gouvernement. Il y a un programme d'action du gouvernement, il y a, ce programme a été décliné en un chronogramme, et tout y est. Donc je ne sais pas si c'est au quotidien, on doit se préoccuper de dire sur chaque point, attention, ce chronogramme n'est pas correct, il faut maintenant refaire ça. C'est ça le rôle d'un parti politique? Moi je ne sais pas. C'est grave que de penser comme ça. Vous voyez, le rôle, il n'y a rien à faire de la part du parti et de Maître Diogbenou et tous ceux qui animent le parti là. Il n'y a rien à faire au gouvernement. Ils ne sont pas au gouvernement.
Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, j'ai comme l'impression qu'il y a un gouvernement bis. Il n'y a pas de gouvernement bis. Il y a un gouvernement qui travaille, qui a des instruments, qui a même des chronogrammes, qui a même des indicateurs pour mesurer son progrès. Alors, qu'est-ce que vous voulez aller dire au quotidien à ce gouvernement? Moi, je ne comprends pas. C'est vraiment pas compréhensible à mon niveau, en tant que personne qui comprend un peu quelque chose. Deuxième point de son argument. Lorsque vous prenez les partis politiques, vous avez un gouvernement, vous avez une assemblée nationale. Oui. À l'Assemblée nationale, il y a les députés. Ils sont payés pour réfléchir au quotidien sur les lois qu'il faut voter pour que le pays se porte mieux. C'est pour cela qu'ils ont été élus. Et le gouvernement a aussi la responsabilité de proposer des lois. Eux, ils peuvent voter et ils peuvent faire ceci. Donc, ils sont là pour ça. Le parti, lui, on lui donne l'argent au quotidien pour que lui nous dise, qu'il nous explique ce qui se fait là, en rapport avec son programme à lui. Et qu'il nous dise, oui, tel que nous allons, ça là correspond à ça, ça là correspond à autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Et que, tout en nous expliquant ça, nous dire, ok, ne vous inquiétez pas, malgré que tout ça là est comme ça, quand nous serons à telle date, nous allons pouvoir aller encore plus, nous allons pouvoir aller moins, nous allons aller dans d'autres directions. C'est ça le rôle du parti politique. Et ça n'a rien à foutre avec réfléchir sur ce que le gouvernement fait. Rien du tout. C'est son rôle. Il y a les députés pour voter les lois, eux ils sont là pour ça. Il y a et c'est encore des députés qui émanent du parti. Oui. Donc, si les députés émanent du parti et qu'ils sont à l'Assemblée, et qu'ils doivent, leur rôle c'est de penser les lois, et les députés sont des deux partis, qu'il appelle grand. Donc, de ça, c'est le deuxième point sur lequel j'étais un peu déçu. Ok, les deux partis ont des députés qui réfléchissent au quotidien sur ça. Et maintenant, le bureau d'un parti politique pour lequel on donne de l'argent public pour animer la vie publique doit aller encore voir comment on va voter quelle loi là. Vous imaginez, c'est ce qu'on appelle confusion de rôle. Et s'il n'a pas vu confusion, je comprends, c'est pourquoi je dis qu'il souffre de syndrome de ne pas discuter des paroles de personnes qu'on suppose être d'un certain rang. En même temps, rassurez-moi, un parti de la taille de l'Union progressiste, ou du moins un parti de la mouvance présidentielle, n'est pas non plus spectateur de l'action du gouvernement qui soutient. Ben écoutez, il a des députés qui sont à l'Assemblée. Il a dit des ministres qui sont au gouvernement. C'est leur rôle de penser au quotidien ces choses. Le bureau de parti n'est pas son rôle de penser, comment on appelle, quelle loi voter ou quelle action mener pour que le pays se porte bien, du tout. Maintenant, non, il y a la question est de savoir. Vous avez posé la question. Oui, peut-être que, pour reformuler, peut-être que au niveau de l'Union progressive de Renouveau, on craint que les ambitions, le bal des ambitions ne viennent parasiter quelque peu la dynamique en cours. C'est ça le vrai problème. Je vous ai parlé de Hillary Clinton qui a démissionné 2 ans avant. C'est le parti qui organise justement ce bal. Le parti devrait organiser ce bal et cela, vous allez constater que si le parti avait pris le devant pour organiser ce bal et faire de sorte, voilà, justement, bien sûr, s'ils ne le font pas dès maintenant, vous savez ce qui est arrivé en 2016. Vous le savez bien, le parti n'a pas eu de candidat. Vous savez que l'UPR n'a pas eu de candidat aux élections. 2016. Non. Oui, bon, l'UPR n'existait pas en 2016. L'UP n'a pas eu. L'UP, c'est juste, quand on dit R, là, c'est juste un parti qui est venu s'ajouter. La nation. Oui, 2021. Ah, d'accord. Ils ont soutenu un candidat. Pourquoi vous voulez qu'ils ont mais là, vous n'avez pas lu le code électoral. Allez relire le code électoral. Le code électoral le dit clairement. Chaque parti doit avoir son candidat. Il n'y a pas d'alliance. L'élection présidentielle jusqu'à demain, où les choses peut-être changeront, reste uninominale. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller à l'élection sous la bannière d'un parti. Et donc un parti peut choisir de soutenir un candidat, pourvu que l'action du candidat, pourvu que la vision du candidat s'inscrive dans la ligne du parti, dans le programme du parti. Ça, c'est vraiment... Oui, on ne va pas faire un débat sur le code électoral, mais que le parti choisisse de soutenir un candidat qui respecte
C'est-à-dire que qui est en accord avec le programme oui. du parti. Ça, c'est quelque chose on fera l'autre débat, on fera cette autre Ça, invitez-moi à ce débat. Ça, c'est, non, on va y aller de façon écoutez, je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez. Attendez. Je ne vous ai pas interrompu. Donc, vous m'avez interrompu, vous avez pris la parole pendant longtemps. Allez-y. Parce que moi, quand vous parlez, vous allez voir, j'interromps très rarement. La question, on en était. Ça peut arriver, à la. Oui, la question c'est... Est-ce que les ambitions ne viennent pas parasiter quelque peu la dynamique du parti? Non, le parti doit présenter son candidat, c'est dit dans le code électoral, si vous voulez aller lire le code électoral, le parti devrait présenter, l'UP n'a pas présenté de candidat la dernière fois, a proposé le vice-président d'un candidat. Je ne sais pas si vous comprenez. Et cela, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que justement, on n'a pas eu de débat au sein du parti qui va être candidat. Et à la dernière minute, on se demande qu'est-ce qui va se passer, Et finalement, on a proposé comme ça. C'est contre les lois de notre pays. C'est contre les lois. Moi, je défendrai ça partout. C'est contre les lois. Et on ne veut plus arriver à des situations comme ça où un parti navigue à vue. Parce que ça, c'est une navigation à vue. Selon vous. Oui, bien sûr. Ça n'engage que moi. C'est mes propos. Et ça, c'est sur la base de ce que moi je lis de notre code électoral, et je parle du code électoral qui est la loi qui régit les partis et les élections. Donc, pour vous, le parti devrait dès à présent organiser commencer à réfléchir sur le futur, puisque le candidat qu'ils ont soutenu, ils n'en avaient pas eu, qu'ils ont soutenu en 2021, va finir et a dit c'est son second mandat. Donc derrière lui, tout de suite, il faut commencer à organiser comment nous allons vers les choses. Et si ça se passe, vous allez voir que ceux qui soutiennent tel candidat, tel autre candidat, vous ne verrez pas des bruits de ce genre. Vous voyez, c'est le vide laissé par l'animation de la vie politique dans sa totalité qui fait que des groupuscules d'individus qui, en réalité, n'ont aucun statut légal, proposent des personnes et soutiennent des personnes et animent la vie, justement, politique de notre pays avec ces propositions. Voilà. Donc, les partis doivent prendre conscience. Et ça ne regarde pas que l'UPR. Je ne parle pas que de l'UPR. Quand je parle de parti, je parle moi de tous les partis. Le bloc républicain. Nous avons entendu le président du bloc républicain, il est maintenant président, c'est secrétaire général, aussi dire la même chose, presque la même chose la dernière fois. Nous sommes au gouvernement, bien sûr, lui, il est ministre d'État. Il est ministre d'État. On peut encore lui concéder ça sans tolérer le fait que s'il est ministre de l'État, il devrait démissionner de la tête du parti pour permettre à ce que d'autres personnes animent la vie du parti. Donc, vous voyez à peu près, il y a des confusions c'est-à-dire nos partis politiques sont à reprendre. Moi, l'ambition du président de la République, vraiment de donner au Bénin des partis politiques qui vraiment font l'affaire du Bénin, jusque-là, il reste beaucoup à faire. D'accord. Il reste beaucoup à faire. Voilà. Heureusement que vous avez chuté par le fait qu'il reste beaucoup à faire. Ça veut dire que quelque chose est fait. Et ce quelque chose qui est fait, c'est ça qu'il faut voir par rapport à là où on veut aller, par rapport aux résultats que l'on veut obtenir. Et dans vos analyses tout à l'heure, vous semblez comparer une démocratie la plus vieille au monde, le parti auquel vous faites allusion là. Ce parti est probablement aussi vieux que la démocratie dont nous parlons, la démocratie à laquelle vous faites allusion, qui est la plus vieille au monde et qui, malgré cela, a connu ces déboires d'énergie, a connu quelques problèmes. Et ceux qui l'ont fait sont en train là de passer au jugement. Et donc, en tenant compte de ça, si je ramène cela au contexte, je voudrais dire quelque chose qui est évident. Il ne faut pas nier la réalité. Il ne faut pas qu'on aille dans un déni de réalité. Parce que le déni de réalité nous amènera à considérer les choses comme il ne le faut pas. La réforme du système partisan, du système partisan a été douloureuse. Ça, il faut le dire. Il n'y a pas quelqu'un qui est au Bénin qui ne me dira que la réforme n'a pas été douloureuse. Et beaucoup d'efforts ont été consentis, beaucoup de sacrifices même. Et je pense même qu'on n'en a pas fini avec ce qu'il faut faire comme effort et sacrifice pour arriver au résultat que nous voulons. Et donc, à partir de ce moment, on ne peut que faire les choses, faire un pas, faire un second pas de plus, mais en s'assurant que chaque pas que l'on fait permet d'aller dans la bonne direction, permet d'atteindre le résultat auquel l'on aspire, ce qui est très important. Et donc, à partir de ce moment, on ne peut pas calquer exactement ce qui se passe dans une démocratie,
depuis plus de, je ne sais pas combien d'années, la plus vieille au monde, sur ce que nous sommes en train de commencer. Nous l'avons dit ici la dernière fois où vous étiez d'accord avec moi que c'est une première que de réussir à mettre des gens ensemble. Quitte à ce que ça soit des idées que l'on met ensemble, qui vont s'entrechoquer entre eux. Donc, arriver déjà à faire de grands regroupements comme ça, c'est déjà un pas. Maintenant, le second pas, et moi je le dis et je le précise, si ce n'est pas anormal que des ambitions naissent, c'est tout à fait normal. Mais si déjà là, l'on ne voit pas le contexte et la réalité en face pour dire que c'est la façon dont le truc est venu, dont il faut tenir compte pour voir comment continuer pour aller là où on veut aller. Et donc, à partir de ce moment, on ne peut que faire de petits pas pour s'assurer que les ambitions des uns et des autres ne vont pas venir tout de suite disloquer ce qui est déjà là, qui est quand même quelque chose qu'il faut consolider. Et pour moi, cela est très important et je le regarde. Donc, vous estimez, si je traduis vos propos, que les réserves que peut avoir le président du parti de l'Union progressive de renouveau est due à la fragilité de l'architecture du moment. C'est ça? La fragilité, pas dans le sens comme vous le dites là, mais si l'on est conscient que l'on veut construire quelque chose et qu'on arrivera simplement dans le temps, progressivement dans le temps, faire face à la réalité et la voir telle qu'elle est, c'est pas un problème. C'est pas la peine d'être dans un déni de réalité pour finalement n'aboutir à rien du tout. Ce qui est fait là, quand vous prenez de l'UP que nous connaissons, dont on ne parlera pas, à l'UPR, quand on prend l'UPR par rapport à quand est-ce qu'il est né et il est allé aux élections, il y a un résultat qu'il faut consolider. Et donc, il faut travailler sur la base de cela. C'est sur la base des résultats que l'on aurait obtenus. Et tout à l'heure, le docteur Paul-Marie Rousseau parlait des députés qui, dans ce qu'ils feront, que ce soit les députés, que ce soit les ministres, bien qu'ils soient au gouvernement, bien qu'ils soient des partis qui soutiennent l'action du gouvernement, mais néanmoins, cela doit rester collé à la ligne du parti, qui est très importante. Maintenant, comment travailler à faire ressortir au quotidien la ligne du parti, c'est aussi quelque chose d'important. Et ça ne peut pas occulter le fait de se préoccuper des réalités qui sont les réalités des populations auxquelles on veut apporter solution. Quand bien même on aspire, quand on dit qu'on aspire à gouverner, c'est de dire, vous ne pouvez pas parler de ce que vous allez faire en 2026 sans parler de ce que vous êtes en train, ce qui est là. Ça ne veut pas dire, dites-moi, comment ils peuvent ne pas se sentir tributaires de l'action publique. Ça n'est pas possible. D'une manière ou d'une autre, et d'ailleurs on est dans un contexte là, c'est vous qui êtes là en train de faire ça, donc vous devez répondre de ça. Et donc à partir de ce moment, quand on a ce souci là, il est normal que l'on voit, bon, ce qui se passe là, comment on va gérer ça. Nous vivons actuellement des moments de grande inflation, d'accord? Moi je me suis amusé hier par exemple à faire le point. Les dépenses pour la rentrée scolaire, les fournitures, quel est le taux d'inflation par rapport à l'année passée? Ça a augmenté de combien? Si sont décalculés, comment remédier à ça? Est-ce que ce serait une indexation qu'il faut faire sur les salaires? C'est un exemple, je dis quelque chose comme ça, hein? Indexation sur les salaires ou indexation sur les impôts si les trucs étaient mieux clarifiés. C'est des idées, c'est des choses qu'il faut améliorer, c'est des choses qu'il faut voir et qu'il faut chaque fois voir. Si l'on le fait comme ça, alors qu'on sait que notre pays, le fonctionnement de notre pays, notre budget est tributaire de ces recettes-là et tout, quel serait l'impact et tout, et dire que, bon, par rapport à ça, voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous proposons. Ce n'est pas mal de le dire. Surtout quand on est de trucs là. Et quand on veut faire ces propositions, on ne les a pas sur la base du coup, que voilà, puisqu'ils sont des partis du gouvernement. Donc, il est important que l'on s'en préoccupe et de savoir comment on va le faire. Ce qui permettra en même temps au peuple et aux populations de voir si ceux-là arrivent à en venir, voilà à peu près comment leur ligne se dessine et comment ils pourraient le faire. Maintenant, il reste la question de la personne qui incarne le parti à partir du moment où on parlera des ambitions. À partir du moment où on parlera de qui veut incarner le parti pour pouvoir faire une offre, qui est l'offre politique du parti. Mais en même temps, je vous pose la question, en même temps, est-ce qu'il est réaliste de procéder ainsi? Parce qu'on sait, tout le monde y pense. Tout le monde y pense, peut user d'une expression connue. C'est tellement qu'au sein de l'Union, pour ne pas faire de fixation sur le parti, au sein des partis de la majorité présidentielle ou de l'opposition des démocrates, il y a beaucoup de personnalités qui pensent à 2026 chaque matin en se rasant. On peut le dire, mais c'est réaliste peut-être à 2 ans et quelques de cette échéance, de garder les ambitions encore sous boisseau, comme ce que le docteur Paul-Marie Rousseau défend et propose, c'est qu'on organise ça
dès maintenant et qu'on n'attende pas peut-être, comme on a fait pour les législatives ou pour d'autres, surtout pour les législatives, des appels à candidature, mais pratiquement dans les dernières lignes droites de l'échéance. Apparemment. Qu'est-ce que vous en pensez, très précisément? Voilà, vous venez de dire cela. Et donc, pour avoir fait ça, on sait comment cela a été. On sait ce qui a marché, ce qui n'a pas bien marché. Donc, si on veut le faire la prochaine fois, on sait comment mieux s'organiser pour le faire. Et à partir de ce moment, ce que dit le docteur Paul-Marie Wessou, ce n'est pas le fait de dire, ou ce n'est pas le fait que cela soit vrai ou pas, c'est pas ça le débat, mais c'est de dire comment on peut le faire pour quand même maintenir ce qu'on a déjà et faire mieux. Parce que, en réalité, quand vous dites que le code dit ceci, la loi dit ceci, le code dit qu'il faut le faire. Le code dit les conditions à remplir pour participer à l'élection. À un moment donné, le code ne vient pas organiser la vie du parti ni le fonctionnement du parti à l'interne. Donc, comment les débats doivent se mener à l'interne? Dans quel timing ça doit se mener? En tenant compte des réalités que l'on a là. Ce n'est pas le code qui définit ça. C'est beaucoup plus la réalité intérieure du parti et les tests du parti et le fondement et le fonctionnement du parti qui permettent d'aller à ces détails-là, qui forcément viendront. Oui. Mais je vous pose la question. Quelle est votre position là-dessus? Trop tôt, en termes de timing, qu'est-ce que vous pensez de la position du Dr Paul-Marie Wessou qu'il faille organiser un peu plus tôt? Il n'est pas tard pour le faire. Ça peut peut-être venir dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 4 mois. Je ne connais pas le calendrier du fonctionnement du parti. Et donc, le Dr Paul-Marie Wessou non plus ne connaît pas le calendrier. Donc, s'ils viennent à dire, s'il y a des débats qui doivent se mener à l'interne, à un premier niveau, ou à un second niveau, ou à un troisième niveau, et que cela doit commencer quelque part, souffrez qu'on ne vienne pas vous dire que quelque chose est déjà là, alors que le truc n'est pas encore là, ou que le débat est déjà mené, alors que le débat n'est pas encore mené. Donc, avant qu'on ne puisse venir dire qu'il y a quelque chose, il faut que le débat soit mené à l'interne. Et maintenant, quand est-ce que ce serait fait? Dans quel calendrier ce serait fait? Ça, c'est le fonctionnement du parti. Et, pour répondre à ça de façon globale, 3 ans pour entamer ça, pour moi, ce n'est pas, c'est pas tard. Maintenant, si vous attendez à ce que, je vous dise que c'est tôt, si vous attendez à ce que je vous dise que c'est tôt, je vous dis que ce n'est pas tard. Voilà. C'est pas tard, c'est pas tôt. Bon, moi, je voudrais que mon ami Liamili puisse revenir à la réalité. Parce que il dit, Denis, des réalités. Moi, je ne sais pas quelle réalité je ne sais pas quelle réalité on nie, mais la réalité, elle est celle-ci. Vous savez, il ne faut pas du tout coller aux partis politiques les actions du gouvernement. Point final. C'est-à-dire que Maître Diogbenou et toute l'équipe qui dirige le UPR aujourd'hui n'a rien à foutre dans... Les enfants vont commencer la rentrée, n'a rien à foutre là-dedans en termes d'organisation. Rien à faire, bon, en foutre. Oui, bon, écoutez, écoutez, c'est pas trivial. Oui, écoutez, c'est pas trivial, mais oui, écoutez, quelque part, quand les choses dépassent. Bon, écoutez, bon, mais ce qui est important, c'est qu'il n'a rien à faire là-dedans du point de vue organisationnel, du point de vue de la réussite. Maintenant, s'il me dit que... Il y a des propositions. Mais s'il me dit que il est en train de dire, enfin, il réfléchit chaque jour pour aller dire au président de la République, donner de l'argent aux parents pour aller à l'école. Peut-être moi, je vais me réjouir pour les parents. Leur rôle aussi, c'est de faire des propositions. Bon, mais c'est ce qu'on a toujours demandé. Mais ça aurait été Papa Noël, mais on n'est pas encore à Noël. Donc, c'est ce qu'on a toujours demandé. On ne peut pas leur reprocher. Je voudrais bien entendre. On ne peut pas leur reprocher de vouloir faire ça, de proposer, de réfléchir et de dire leur position sur tel ou tel autre. Non, mais si je suis allé jusque-là, c'est pour vous dire que ça ne se fait pas. Et elle ne peut même pas le faire. Maintenant, il a parlé un peu de démocratie occidentale. Et je vais lui donner un très bel exemple. Il a parlé de démocratie occidentale, vieux de tel. Moi, je suis quand même plus âgé que lui. J'ai vu naître notre démocratie. Et quand il parle de commencer, moi, je ne vois pas commencer. Moi, je vois un processus en cours et des étapes qui se font dans ce processus. Peut-être que lui, sa jeunesse lui fait voir les choses commencer. Mais moi, je ne vois pas les choses commencer. Et les acteurs qui sont là, la plupart, qui sont encore en politique là, la plupart ont été là pour moi pendant longtemps, je les ai vus. Donc, il n'y a pas encore un grand commencement. Il y a peut-être des remises à plat des choses et on repart. Et alors, donc, en parlant de notre démocratie comme ça, il faut cesser de penser que l'âge de la démocratie, c'est ça qui fait qu'elle est solide. C'est faux. Les États, vous avez parlé et vous avez même évoqué ce cas, que le 6 janvier, il y a eu des événements. Vous voyez, c'est une vieille démocratie. Pourtant, il y a eu ça. L'âge
importe peu quand il s'agit de parler de la démocratie. Ce qui importe, c'est les principes, les règles et comment les règles fonctionnent. Si vous avez une structure sociale, des structures sociales solides sur lesquelles les règles s'arriment, les choses fonctionnent normalement et vous allez toujours arriver à des points où il y a des turbulences. Naturellement, l'avion en l'air traverse toujours des zones de turbulence. Mais quand les principes sont bien définis, clairs pour chacun, et c'est justement le rôle des partis politiques de nous dire les principes sur lesquels s'assoit notre démocratie aujourd'hui, tels que les débats se font à l'Assemblée, où les partis sont devenus, enfin, on lutte acharnement pour garder ses intérêts, pour préserver ses intérêts. C'est leur rôle, eux n'étant pas là-bas, de nous dire pourquoi ça se passe comme ça. C'est ça leur rôle, c'est pourquoi l'État leur donne les ressources. Il n'y a pas à aller dire si les enfants vont aller à l'école ou pas, ça c'est le rôle du ministre. C'est très important de se rappeler que l'âge n'est pas ce qui fait d'une démocratie, ce qui fait la solidité d'une démocratie. Je vais vous donner un exemple, l'exemple du parti Rassemblement National en France. Nous sommes partis des États-Unis, maintenant la France est encore une démocratie qui est très très récente. Donc on peut en parler si c'est ça qui vous fait chose là. Vous savez que Marine Le Pen a dirigé ce parti-là pendant longtemps. Et récemment élue députée, donc elle est partie au Parlement. Mais il y a eu tout de suite une élection au niveau du parti. Elle est partie de la tête. Et vous ne le saurez pas. Si vous ne savez pas, ça veut dire que vous ne suivez pas l'actualité française. Non, elle n'est plus partie elle n'est plus présidente du parti. Et chaque jour, suivez l'actualité en France, vous verrez le président du parti Rassemblement National prendre la parole et parler au nom du parti et dire les positions du parti. Marine Le Pen, au Parlement, prend la parole, parle au nom du parti et parle au nom de la position du parti au Parlement. En tant que député. Et donc, nous devons apprendre. Ça, ce n'est pas des choses qu'il faut attendre 1 millier d'années pour qu'on ait ces compétences-là et qu'on les exerce. Parce que, il ne faut pas oublier, le champ politique aussi, c'est un champ de compétences. On ne vient pas dans le champ politique parce qu'on est professeur de quelque chose. On ne vient pas dans le champ politique parce qu'on a des agrégations en quelque chose, des diplômes en quelque chose. On apprend des compétences. Ça peut être fort utile. Ça peut être utile, mais ce n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est des compétences qu'il faut avoir, surtout quand on veut gérer les institutions politiques, donc de partis politiques, les compétences qu'il faut pour gérer ces institutions et savoir ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce que je dois, où est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas. C'est ça qui est essentiel, puisque nous parlons de plus en plus de compétences. Et ce n'est pas moi qui l'amène dans le débat politique au Bénin, mais nous parlons de plus en plus de compétences. Et il faut que chacun sache sa compétence, les limites de son champ de compétences et que chacun puisse exercer ça. Si nous le faisons bien, vous verrez, nous dépasserons les États-Unis. Moi, je l'ai toujours dit, je l'ai dit une fois devant, je ne sais plus, quelqu'un qui m'a dit, oui, mais il s'est étonné du fait que moi je dis que, écoutez, nous avons toutes les opportunités, si nous nous organisons bien, en très peu de temps, de dépasser les États-Unis en termes de classement au plan mondial et en démocratie. C'est de ça qu'il s'agit. On va finir sur cette question. Non, mais c'est une question d'organisation, c'est une question de fonctionnement. Et donc, il faut aller pas à pas. Ce que je dis, et je continue de le dire, et vous êtes d'accord avec moi là-dessus, ça, c'est ce qui est vrai. Il y a la vérité, il y a la réalité. Et donc, c'est comment faire de petits pas. Faire un pas après l'autre en s'assurant que ce qui est là ne va pas s'effriter. Parce que le risque de cela, il faut faire avec. Il faut faire avec. Et moi, je trouve... Il y a un risque d'effritement si on laisse les ambitions exprimer. Ce n'est pas parce que je vais le dire que cela est réel, mais c'est beaucoup plus parce que c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Il ne faut pas occulter que nous venons de quelque part et nous voulons aller quelque part. Ce qui est fait là, c'est quelque chose que moi j'apprécie, tel que c'est fait, et il faut chercher à l'améliorer. Et je ne veux pas utiliser un thème que les gens utilisent souvent, aussi vrai est-il que nous voulons aller quelque part, même quand on a envie d'aller vite,
il faut quand même s'assurer que là où on va, là, c'est vraiment là où on veut aller, s'assurer Voilà. qu'on va y arriver. C'est très important. On va continuer le débat va certainement continuer, il nous reste quelques minutes, on va le consacrer Oui, moi je encore une fois au voudrais Gabon. juste dire sur Oui. cela que, écoutez, c'est du minimalisme et moi je ne veux pas. Vous, En vous fait, n'êtes moi pas- je suis vous n'êtes pas- en position d'attente. Oui. Et l'offre qui m'est donnée est très très peu par rapport à l'attente. À l'attente, Et voilà. donc c'est Donc, de il y a ça qu'il quelque s'agit. chose, donc espérer encore qu'il y aura mieux. Et c'est Non, je ne veux pas espérer, moi je veux exiger. Je ne veux pas espérer, je veux Personne ne exiger. vous empêche d'exiger. Voilà. L'exigence Il reste même est quelques très minutes. importante pour nous. Mais ce qui est sûr, on va y arriver. Voilà, je reste avec vous. On va parler du Gabon encore pour finir ce duel. On a l'impression qu'au Gabon, tout se déroule depuis une semaine, on va dire piano, comme une très belle orchestration, avec une certaine, on va dire, hypocrisie, en tout cas palpable, des organisations internationales. On condamne, mais pas trop. Et puis bon, on accompagne tranquillement et tout se met en place tranquillement. Ça ressemble presque à un plébiscite. Est-ce que c'est quelque chose, ça vous paraît sain, ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux? Sain ou non sain, ça ne peut être qu'une appréciation. Chacun selon sa position. Mais moi, pour moi, les choses sont claires. Comme on le disait dimanche, le Gabon n'est pas sorti de l'ornière. La preuve, c'est que on a vu hier la charte de la transition n'empêche pas, c'est-à-dire que dans les tests, la charte de la transition n'empêche pas que le président qui est là maintenant, président de la transition, c'est-à-dire le général Nguema, peut être candidat alors que les autres qui vont participer à la transition avec lui, eux, ils ne peuvent pas être candidats. Donc, quelque part, les poutistes, comme j'aime le dire souvent, ils sont très intelligents, ils savent la rue. C'est la preuve que le Gabon n'est pas sorti de l'ornière. C'est la preuve que les coups d'État ne sont pas la solution. Et quand on tourne, finalement, on revient au même, comme je disais, tout change pour que rien ne change. Il n'y a pas un général qui incarne mieux le système Bongo que ce général-là qui est là et qui a la possibilité de se retrouver après la transition président du Gabon. C'est-à-dire que si on cherche dedans et on ne voit pas qui est en mesure de faire mieux que lui, bon, il va laisser ses bottes, ses treillis et tout de côté. Il va se mettre en veste, comme la communauté déjà pas le voir au Mali. Et il va prétendre à la magistrature suprême. Maintenant, quand je reviens à l'attitude, comme vous le dites, des différents partenaires, que ce soit la communauté internationale, que ce soit la communauté sous-régionale, à leur niveau, quand vous parlez de la communauté internationale, moi je l'ai dit la dernière fois, les Africains eux-mêmes d'abord doivent définir où sont leurs intérêts. Qu'est-ce qui fait le problème des Blancs dans ce qui nous arrive? Mais écoutez, à la limite, ils s'en moquent. Si nous ne comprenons pas qu'est-ce qui est essentiel pour nous, si nous ne comprenons pas que même si la démocratie souffre d'imperfections, mais que malgré cela, ça reste jusqu'à ce jour le moyen le plus consensuel d'entendre le peuple, de permettre au peuple de se prononcer. Et bien, si nous, on ne comprend pas ça et que nous pensons que la révolution est au bout du canon, ça fait notre problème. Ça fait notre problème. On peut s'entretenir, on peut tout casser, ça fait notre problème. Maintenant, il y a un élément qui est fondamental et qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire quoi? Les poutistes, le putsch au Gabon, les poutistes sont partis du fait que les élections là, les élections organisées là, ne sont pas créées. Ils ont même qualifié ça d'élections truquées, résultats tronqués. Et donc, à partir de ce moment, ça veut dire que les élections n'ont pas rempli les conditions d'une élection crédible. Et donc, ça là est déjà un terreau, est déjà un gemme, est déjà un prétexte que l'ensemble de la classe politique gabonaise partage et qui ont donné comme prétexte aux poutistes pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Et ils trouveront le moyen de le justifier. Quoique un coup d'État reste un coup d'État, et cela est condamnable. Et donc, à partir de ce moment où les principes là ne sont pas respectés, les élections là, on trouve à dire à cela, on a déjà donné prétexte aux poutistes de faire ce qu'ils ont fait. Ça n'est pas forcément comparable à un cas du Niger par exemple, où il y a un mandat qui est en cours, où le président et Bazoum
n'a pas tripatouillé la Constitution pour faire un troisième mandat, où il n'a encore organisé aucune élection, où il n'a pas ethnicisé sa garde, un peu comme les gardes prétoriennes qu'on a l'habitude de voir ici, que ce soit en Guinée, avec le colonel Doumbouya, que ce soit au Gabon. Donc, il n'y a rien de tout cela. Et donc, si on ne pourrait pas forcément faire une comparaison entre ces deux cas, mais néanmoins, cela reste qu'un coup d'État reste condamnable. Et donc, quant à l'attitude de la communauté, vous pouvez faire ce que vous voulez de vous, tant que vous n'avez pas compris les principes qui sont fondamentaux pour la démocratie. Voilà, merci Mohamed Hamidi. À vous maintenant sur cette Bon, question. On a l'impression qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, je ne sais pas par où attaquer cela, mais je vais simplement parler d'abord. Avec les éléments qu'on a aujourd'hui, parce que tout se met en ordre tranquillement. Oui, bien sûr, c'est ça le problème. C'est ce qui est criard dans ce qui se passe au Gabon, parce que n'oubliez pas les deux théâtres, le Niger, le Gabon, on ne peut pas ne pas comparer, on doit pouvoir comparer les deux là. Ok, il peut y avoir des divergences, mais il y a des comparaisons, si vous voulez, il y a des comparaisons fatales qu'il faut bien observer. L'élection de Bazoum au départ n'était pas une bonne élection. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'il a fait déjà dedans. Oui, moi, je n'ai pas mémoire qui est des problèmes autour de cette demandez élection. aux acteurs nigériens. Oui, bon, ça c'est compliqué. Et ils vous diront, et demandez à tous les observateurs qui ont bien observé ces élections-là, ils vous diront que le fait de faire de sorte que des opposants soient écartés et partir en exil pour organiser une élection, ce n'est pas une élection normale. Et ça, c'est ce qu'il faut refuser en Afrique. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas une élection normale. L'élection de Bazoum n'a pas été normale, donc il ne faut pas en faire une élection idéale qui fait que maintenant... Donc elle n'a pas été normale et donc Gabon, avait déjà regardé, avant même qu'ils ne prennent le pouvoir, avant même l'investiture, il y avait eu une tentative de coup d'État. Vous voyez à peu près, donc et il est important qu'on nettoie la façon dont la politique se fait. Les élections se font en Afrique pour qu'on essaye des systèmes de choses-là. Maintenant, on dit le Gabon a aussi élu son président, même s'il n'a pas pris... Enfin, on venait de donner les résultats. Donc, il fallait laisser le processus aller au bout si on ne devrait pas faire ce chose-là. Maintenant, moi, dans tout cela, puisque le temps est parti, ce qu'il faut observer, c'est la réaction de la France. C'est la réaction de la France. On a vu la réaction va-t-en-guerre. Non, ils vont partir, il faut restaurer le président Bazoum. On a vu ça. Regardez l'ambassadeur de la France, près le Gabon, est déjà reçu par le président, puisqu'ils sont rassurés que leurs intérêts vont être prévus. Donc, quand vous comprenez que le dénominateur commun de la réaction de la France sur toute la ligne, c'est ses intérêts. C'est ce que Mohamed Hamidi dit. Et si les intérêts de la France, et c'est justement cette France qui poussait les autres à aller en guerre contre le Niger, à créer un foyer de guerre encore en Afrique pour dire qu'on veut déloger des militaires qui auraient déjà supprimé même l'autre président avant que les autres ne viennent dire qu'ils veulent déloger qui que ce soit. Vous voyez à peu près, donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les Africains se retournent vers eux-mêmes et qu'ils cessent de regarder dans le miroir des autres pour voir les mesures de ce qu'ils font, si c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà. Il faut que le miroir soit le nôtre. Qu'on sache où sont et le seul miroir qui est le nôtre, c'est le peuple. D'accord. Beaucoup me diront que le peuple n'existe pas, mais c'est le peuple. Et c'est encore le peuple. Merci, Dr Paul-Marie Ouissou, le peuple. On va finir là-dessus. Je rappelle que vous êtes enseignant chercheur à l'UAC, analyste politique également. Mohamed Hamidi, analyste politique, acteur politique par ailleurs. Merci pour les échanges de ce duel. Mesdames et messieurs, je vais laisser le plateau dans quelques minutes après. Pour Angèle Toboula et ses invités, ce sera pour le compte de l'hebdo des éditorialistes.